Ma famille m'a ignoré pendant 8 ans malgré mes efforts. Épuisé, j'ai changé de nom, vendu ma maison et coupé tout contact pour disparaître. Mais 6 mois plus tard, l'inattendu s'est produit. La dernière fois que ma famille m'a contacté, ils voulaient 127 000 €. Pas de « comment vas-tu », pas de « tu nous manques », pas de « joyeux anniversaire » ou « joyeux Noël », ni aucune de ces choses que les familles disent aux gens qu'elles aiment vraiment. Juste les économies de toute ma vie enveloppées dans un document juridique qui m'aurait laissé sans rien si leur entreprise chancelante s'effondrait. 8 ans de silence, 288 appels ignorés, 23 000 € envoyés sans le moindre remerciement. Et quand ils se sont enfin souvenus de mon existence, c'était parce qu'ils étaient désespérés. Je m'appelle Manon, j'ai 34 ans, je suis expert comptable confirmé, le genre de personne qui documente tout. Et cette habitude, c'est la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire aujourd'hui au lieu d'être ruiné et brisé. J'avais 26 ans quand j'ai obtenu ma première vraie promotion. Collaboratrice comptable au cabinet Martin et Leroy à Lyon. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. Gagné grâce à 3 années de semaines de 70 heures et assez de feuilles de calcul pour tapisser tout mon appartement. La première personne que j'ai appelée était mon père. Le téléphone a sonné 4 fois avant que sa messagerie ne se déclenche. Bonjour, vous êtes bien chez Richard Dubreuil. Laissez un message. J'en ai laissé un, puis un autre le lendemain, et un autre 3 jours après. Il n'a jamais rappelé. Une semaine plus tard, je faisais défiler Facebook pendant ma pause déjeuner quand je l'ai vu. 47 personnes réunies autour de mon demi-frère Lucas pour sa fête de fin d'études. Des ballons, un gâteau à 3 étages. Le bras de mon père enveloppant fièrement les épaules de Lucas. Tous deux souriant comme s'ils venaient de conquérir le monde. Je n'avais pas été invité. Je ne savais même pas que cela avait lieu. Pourtant, j'ai envoyé à Lucas une carte de félicitations avec un chèque de 500 € glissé à l'intérieur. Je me suis dit que le courrier s'était peut-être perdu. Peut-être qu'ils avaient essayé de me joindre sans succès. Je leur cherchais des excuses parce que c'est ce que je faisais depuis mes 12 ans. Depuis la mort de ma mère et le remariage de mon père avec Valérie 2 ans plus tard, Lucas a encaissé le chèque en 3 jours. Je le sais parce que j'ai vérifié mon relevé bancaire de manière obsessionnelle, attendant une reconnaissance. Un SMS de remerciement, un appel, n'importe quoi. Rien n'est venu. C'est la première fois que j'ai commencé à tenir des registres. Appelez ça une déformation professionnelle. Je suis comptable après tout. Chaque appel sans réponse, chaque cadeau non reconnu, chaque silence qui s'étirait plus longtemps que le précédent. Je ne le savais pas alors, mais ces registres finiraient par me sauver la vie, ou du moins m'éviter de perdre tout ce pour quoi j'avais travaillé. Le schéma est devenu clair au cours des 5 années suivantes, bien que je refusasse de le voir tel quel. Lucas m'a appelé pour la première fois en 18 mois quand il avait 23 ans. Pas de banalité, pas de « comment vas-tu », Serette, juste j'ai besoin de 8 000 € pour une start-up. C'est du solide. Je te rembourse dans 6 mois. J'ai viré l'argent l'après-midi même. La start-up, une application pour mettre en relation des promeneurs de chiens avec des propriétaires, a mis la clé sous la porte 4 mois plus tard. Lucas n'a jamais mentionné le remboursement. Quand j'ai abordé le sujet lors d'un de mes messages vocaux sans réponse, j'ai reçu un SMS en retour, c'est serré en ce moment. Tu comprends? Je comprenais. Je comprenais toujours. Il y a 3 ans, Valérie m'a envoyé un SMS pour la première fois en 26 mois. Je me souviens encore avoir fixé mon téléphone, le cœur battant, pensant que peut-être quelque chose avait enfin changé. Son message disait « Urgence dégâts toiture suite orage. Besoin de 15 000 € pour réparation. Crédit de ton père au max. S'il te plaît aide la famille. » J'ai transféré l'argent dans les 48 heures, vidant la moitié de mon fonds d'urgence. 2 mois plus tard, j'ai vu son post Instagram. Valérie appuyée contre une Lexus RX 9 blanc nacré avec la légende cadeau d'anniversaire à moi-même, béni, odeur de voiture neuve. Le toit, pour autant que je puisse en juger, avait l'air exactement le même sur chaque photo. 23 000 €. C'est ce que je leur avais envoyé sur 5 ans, sans compter les petits cadeaux, les cartes avec de l'argent liquide, les coffrets cadeaux à Noël. 23 000 €. 0 note de remerciement, 0 visite, 0 appel retourné. Mais je continuais à envoyer des cartes d'anniversaire. Je continuais à essayer parce que je croyais toujours que le lien du sang signifiait quelque chose, que si je les aimais assez, ils finiraient par m'aimer en retour. J'avais tort.
Mais il me faudrait 3 ans de plus pour l'admettre. 14 mois. C'est le temps qu'il s'était écoulé depuis que quelqu'un de ma famille avait reconnu mon existence sous quelque forme que ce soit. J'avais compté, pas parce que je le voulais, mais parce que le silence était devenu si absolu que je commençais à marquer les jours comme un prisonnier gravant des traits sur le mur d'une cellule. Durant ces 14 mois, j'ai appelé 17 fois. Chaque appel allait directement sur la messagerie. Je laissais des messages allant du joyeux « je prends juste des nouvelles ». J'espère que tout le monde va bien, à l'inquiet « est-ce que tout va bien ? S'il vous plaît, rappelez-moi », jusqu'au finalement désespérément honnête « je veux juste savoir si j'ai fait quelque chose de mal, s'il vous plaît ». Messagerie. 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 J'ai envoyé une carte de Noël en décembre dernier avec une carte cadeau de 200 € pour chacun d'eux. Richard, Valérie, Lucas. J'ai suivi le colis. Signature confirmée. Livré le 21 décembre à 14h47. Aucune réponse. Pas un SMS, pas un email, pas même un remerciement automatisé. En mars, j'avais commencé à accepter une vérité que je fuyais depuis 8 ans. Je n'avais plus de famille. Peut-être n'en avais-je jamais vraiment eu. Je suis rentré du travail un vendredi soir, épuisé par la clôture mensuelle, et j'ai vérifié ma boîte aux lettres par habitude. Facture, prospectus, offre de carte de crédit. Et puis, niché entre une facture d'eau et un catalogue de meubles, je l'ai vu. Une enveloppe couleur crème, papier cartonné lourd, mon nom écrit en calligraphie élégante sur le devant. Dans le coin supérieur gauche, embossé en or, la famille Dubreuil. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Vous êtes cordialement invité à célébrer le 65e anniversaire de Richard Alain Dubreuil. Le Grand Hôtel Palace, Paris. 15 avril, 18h. Tenue de soirée exigée. Après 14 mois de silence, il s'était enfin souvenu que j'existais. La question était, pourquoi maintenant ? J'ai fixé cette invitation pendant 2 heures. 87 invités. C'est ce qu'indiquait la carte de réponse. Une célébration pour les amis proches, les associés d'affaires et la famille chérie. Le Grand Hôtel Palace était le lieu événementiel le plus exclusif de Paris. Le genre d'endroit où les cadres pétroliers et les magnats de l'immobilier organisaient leurs moments marquants. J'avais vérifié en ligne. Frais de réservation minimum de 35 000 € pour leur grande salle de bal. Ce n'était pas un dîner décontracté. C'était une déclaration. Et d'une manière ou d'une autre, après 8 ans de silence, j'étais sur la liste des invités. N'y va pas. C'était Marc Dubois, mon collègue et ami le plus proche chez Martin et Leroy. Nous travaillons ensemble depuis 6 ans, et il connaissait ma situation familiale mieux que quiconque. Les appels sans réponse, les virements à sens unique, les cartes de vœux envoyées dans le vide. Pourquoi t'inviterait-il maintenant ? Demanda Marc, faisant tourner un stylo entre ses doigts, après 14 mois de rien du tout. Peut-être qu'il est malade. Peut-être que c'est sa façon de tendre la main. Marc secoua lentement la tête. Les gens ne changent pas après 8 ans sans raison, Manon. Pas pour de bonnes raisons, en tout cas. Il fit une pause. Laisse-moi vérifier quelque chose avant que tu ne réserves un billet. Dubreuil Investissement, c'est ça ? L'entreprise de ton père. J'ai hoché la tête. Les dépôts publics sont disponibles via le greffe du tribunal de commerce. Les sociétés immobilières doivent déclarer certaines choses. Laisse-moi juste jeter un œil, comme une faveur. Je voulais argumenter. Je voulais croire que l'invitation signifiait que mon père avait enfin réalisé ce qui lui manquait. Qu'il voulait récupérer sa fille dans sa vie. Mais la comptable en moi, la partie qui tenait des registres depuis 8 ans, savait que Marc avait raison. Quelque chose clochait avec cette invitation. D'accord, dis-je doucement. Vérifie, mais j'irai probablement quand même. Marc m'a appelé 3 jours plus tard à 21h47. J'étais en pyjama, à moitié dans un verre de vin, essayant de ne pas penser à si je devais acheter une nouvelle robe pour la fête. Il faut que tu vois ça, dit-il. Je t'envoie un fichier tout de suite. Mon ordinateur portable a sonné. L'email contenait un PDF, 17 pages de dépôt public, de documents judiciaires et d'état de privilèges pour Dubreuil Investissement SAS. Ce que j'ai lu m'a noué l'estomac. Léo de Dubreuil. C'était le projet phare de mon père. 12 maisons de ville de luxe dans une résidence fermée en périphérie de Paris. Selon ces documents, la construction avait 7 mois de retard.
La date d'achèvement initiale était septembre de l'année dernière. Nous étions maintenant en avril, et le gros œuvre n'était même pas fini. C'était pire. 3 entrepreneurs avaient intenté des procès pour non-paiement. Construction Martinez pour 89 000 €, électricité Apex pour 67 000 €, et plomberie Premier pour 124 000 €. Total impayé, 280 000 €. Le prêt bancaire de la Banque nationale, 2,1 millions d'euros à 8,5% d'intérêt, avait une date limite d'extension au 20 avril, 5 jours après la fête d'anniversaire. S'il ne sécurise pas de capital supplémentaire d'ici le 20, expliqua Marc, la banque peut exiger le remboursement intégral du prêt, forcer une vente, et le projet part en liquidation judiciaire. J'ai fait le calcul. Même vendre les unités partiellement achevées ne couvrirait pas la dette. Richard Dubreuil était sur le point de tout perdre. Et de combien aurait-il besoin pour se maintenir à flot? Environ 150 000 €. Juste assez pour payer les entrepreneurs et convaincre la banque de prolonger. J'avais 127 000 € sur mon compte d'épargne. Soudain, l'invitation prenait tout son sens. Ils ne veulent pas de ma présence, murmurai-je. Ils veulent mon argent. J'ai acheté le billet de train quand même. 342 €, aller simple, Lyon-Paris. 14 avril, arrivé à 18h15 la veille de la fête. Je me suis dit que je devais aller au bout des choses. Je devais regarder mon père dans les yeux et comprendre une fois pour toutes si j'avais jamais été autre chose qu'un filet de sécurité financier. Mais je n'y allais pas à l'aveuglette. Pas cette fois. La nuit précédant mon départ, j'ai passé 4 heures à imprimer des documents, des relevés bancaires des 8 dernières années montrant chaque virement que j'avais fait à la famille Dubreuil, datés, annotés, surlignés, des captures d'écran de SMS, des journaux d'appel de mon opérateur téléphonique, des reçus pour les cadeaux envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception. J'ai tout organisé dans une chemise cartonnée, puis copié les documents clés sur une clé USB que j'ai glissée dans mon sac à main. Vieille habitude, toujours avoir une sauvegarde. À 7 heures du matin le 14 avril, j'ai appelé Marc depuis la gare. Si tu n'as pas de nouvelles de moi dans 48 heures, dis-je, envoie tout à mon email personnel, les relevés bancaires, les dossiers judiciaires, tout. Manon, c'est de la folie. Tu sais ce qu'il prépare. Pourquoi marcher dans le piège? J'ai regardé l'annonce d'embarquement clignoter sur l'écran. Parce que j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de les entendre le dire ou ne pas le dire. J'ai besoin de clore ce chapitre d'une manière ou d'une autre. Marc est resté silencieux un long moment. Sois prudente et appelle-moi à la seconde où tu sors de là. Je le ferai. Je suis monté dans le train avec 8 ans de preuves dans mon sac et un nœud dans l'estomac qui ne voulait pas se défaire. Je n'allais pas à Paris pour me réconcilier. J'y allais pour découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. Le Grand Hôtel Palace ressemblait exactement aux photos de son site web et exactement au genre d'endroit où je n'avais pas ma place. Des lustres en cristal de la taille de voiture compacte. Des sols en marbre poli comme des miroirs. Du personnel en uniforme noirs impeccables se déplaçant silencieusement entre des invités qui portaient des montres valant plus que mon loyer annuel. J'ai vérifié mon reflet dans un miroir doré près de l'entrée. Ma robe était noire, simple, achetée aux Galeries Lafayette pour 89 € pendant les soldes de l'année dernière. C'était la plus belle chose que je possédais. Ici, entouré de robes Valentino et de costumes Tom Ford, je ressemblais à une employée de service. La grande salle de bal accueillait 87 invités à mon arrivée. J'avais compté les réponses sur l'invitation, et la réalité correspondait. Des grappes d'inconnus bien habillés serrant des flûtes de champagne. Un quatuor de jazz jouant doucement dans un coin. Une pyramide de champagne scintillant sous un éclairage stratégique. Et là, au centre de tout cela, se tenait mon père. Richard Dubreuil, à 65 ans, avait l'air distingué d'une manière que l'argent achète. Cheveux argentés coiffés parfaitement en arrière. Un costume qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Des boutons de manchette qui accrochaient la lumière quand il gesticulait. À côté de lui, Valérie portait de la soie vert émeraude, des diamants à la gorge et aux oreilles. Lucas flânait à proximité dans un blazer bleu marine, une Rolex accrochant la lumière chaque fois qu'il levait son verre. C'était leur monde, leur scène. Chaque personne dans cette pièce était là pour célébrer le succès de Richard Dubreuil, son goût, son statut. Et je me tenais au bord de tout cela dans ma robe à 89 €, serrant une chemise cartonnée dans mon sac comme une bouée de sauvetage. Valérie m'a repéré la première.
Son sourire a vacillé juste un instant avant de se figer en quelque chose qui ressemblait presque à un accueil. Oh, dit-elle assez fort pour que les invités à proximité entendent. Tu es venu, finalement. Mon père s'est retourné au mot de Valérie, et pendant une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose passer sur son visage. Surprise? Calcul? Cela a disparu avant que je puisse le nommer, remplacé par un large sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Manon. Il a franchi la distance en 3 enjambées, bras tendus. Ma fille, ça fait trop longtemps. 8 ans, papa. Vraiment? Il m'a attiré dans une étreinte qui semblait répéter. Le temps file. Tu es magnifique. J'ai appelé 288 fois. Tu n'as jamais répondu. Valérie s'est insérée doucement, sa main sur le bras de mon père. Nous avons été tellement occupés avec l'entreprise. Tu sais comment c'est. L'immobilier ne dort jamais. Lucas a dérivé vers nous, le champagne clapotant légèrement dans son verre. Salut Serette, tu as bonne mine. Quelque chose d'excitant en ce moment? Nouveau boulot? Nouveaux investissements? As-tu besoin de plus d'argent pour une autre start-up, Lucas? Son sourire s'est crispé. Juste pour faire la conversation. Autour de nous, les invités jetaient des coups d'œil polis et curieux. La fille prodigue revenue pour la célébration du patriarche. Je pouvais les voir construire le récit dans leur tête. Réunion de famille, moment émouvant, peut-être un toast plus tard sur l'importance d'être ensemble. Ils n'avaient aucune idée. La main de mon père a trouvé mon coude, me guidant doucement vers le côté opposé de la salle de bal. Viens, je veux te présenter à des gens. Nous avons tant de choses à rattraper. Sa prise était ferme, déterminée. Valérie a croisé son regard et a fait un petit signe de tête. Quelque chose est passé entre eux, un signal, une confirmation. Ils avaient planifié ça. Quoi qu'il arrive ensuite, ils l'avaient répété. En fait, dit Richard, baissant la voix alors que nous approchions d'une porte latérale. Il y a quelque chose d'important dont je dois discuter avec toi d'abord, en privé. Le piège se refermait, et je marchais droit dedans. Avant que nous puissions atteindre la porte latérale, l'orchestre s'est arrêté de jouer. Un projecteur a pivoté vers la petite scène à l'avant de la salle de bal, et la main de mon père s'est resserrée sur mon coude. Attends, dit-il, d'abord ça. Il m'a guidé vers la scène et j'ai réalisé avec un malaise croissant qu'il avait l'intention de me faire tenir à côté de lui devant tout le monde. Le coordinateur de l'événement a tendu un micro à Richard. 87 visages se sont tournés vers nous. Amis, collègues, famille, commença Richard, sa voix riche d'une chaleur exercée. Merci à tous d'être ici pour célébrer cette étape avec moi. 65 ans, et je dois chaque succès aux personnes dans cette salle. Applaudissements polis, verre de champagne levé. Mais ce soir, je veux saluer quelqu'un de très spécial. Il s'est tourné vers moi et j'ai senti le poids de chaque regard dans la pièce. Ma fille Manon est enfin rentrée à la maison après de nombreuses années d'absence. La famille Dubreuil a toujours valorisé l'unité par-dessus tout, et la voir ici ce soir signifie plus que je ne peux l'exprimer. Les applaudissements ont enflé, des sourires partout. Une femme près du premier rang a tamponné ses yeux. Ils y croyaient. Chaque personne dans cette pièce regardait Richard Dubreuil jouer le père aimant accueillant sa fille éloignée, et il le croyait complètement. J'ai vu un homme en costume gris près du bar, carnet à la main, griffonnant rapidement. La presse? Bien sûr, il y avait la presse. Ce n'était pas juste une fête d'anniversaire. C'était une performance. La famille passe toujours en premier, a conclu Richard en serrant mon épaule. Peu importe à quelle distance nous errons, nous trouvons toujours notre chemin vers la maison. Plus d'applaudissements. Flash d'appareil photo. Je restais là avec un sourire figé sur mon visage, comprenant avec une clarté parfaite ce qui se passait. Il ne m'accueillait pas de retour. Il réécrivait l'histoire. Étage 87 témoins venaient de le regarder faire. La salle annexe était plus petite que je ne l'espérais. Un salon privé attenant à la salle de bal, décoré dans le même style opulent, mais sans la foule. Une table en acajou trônait au centre, et sur cette table reposait une pile de documents. Valérie et Lucas attendaient déjà à l'intérieur. La porte s'est fermée derrière nous, étouffant les sons de la fête. Maintenant, nous pouvons parler, dit Richard en désignant les papiers. Assieds-toi, ma chérie. Je ne me suis pas assise.
J'ai marché jusqu'à la table et j'ai regardé le document du dessus. Autorisation de transfert de fonds, Dubreuil Investissement SAS. Numéro de compte partiellement masqué. Une ligne de montant laissée vide, mais avec 127 000 € écrits au crayon à côté. La note de quelqu'un pour soi-même. Qu'est-ce que c'est? Une opportunité. Richard s'est installé dans une chaise en face de moi, détendu, confiant. Les Hauts de Dubreuil vont être le développement le plus prestigieux de la région parisienne. Les préventes dépassent déjà les projections. Nous avons juste besoin d'une petite injection de capital pour traverser une situation temporaire de trésorerie. Tu veux mes économies? Je veux que tu investisses dans l'héritage de ta famille. Il sourit. En 18 mois, tu doubleras ton retour. Je te le garantis. J'ai tourné à la page 3. Là, enfoui dans les petits caractères, j'ai trouvé ce que je cherchais. Investissement non remboursable en cas de dissolution ou de faillite du projet. J'ai glissé mon téléphone hors de mon sac et pris une photo de la page. Rapide, décontracté, l'instinct du comptable. Que fais-tu? La voix de Valérie s'est aiguisée. Je révise les termes. Je suis expert comptable professionnel, Valérie. Je lis les contrats avant de les signer. Si tu ne signes pas, dit doucement Valérie en s'approchant, tout le monde dehors saura exactement quel genre de fille tu es, abandonnant ton père quand il a le plus besoin de toi. La voilà, la menace derrière le velours. Richard s'est penché en avant, son sourire de vendeur fermement en place. La date limite d'extension de la banque est lundi à 8 heures. Cela nous donne 72 heures pour sécuriser un capital supplémentaire. Une fois cet obstacle franchi, le projet avance et tout le monde en profite, toi y compris. 72 heures, ai-je répété. Et si je ne suis pas d'accord? Alors la Banque nationale exige le prêt. Les Hauts de Dubreuil partent en saisie. 3 ans de travail perdu. Il écarta les mains. Tu laisserais vraiment cela arriver à ta propre famille? Lucas intervint, s'appuyant contre le mur avec son champagne. Allez, Serette. Ce n'est pas comme si tu avais des enfants ou un mari qui vide tes comptes. Tu as l'argent qui dort là. C'est quoi le problème? J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Pas de la colère, pas encore. Quelque chose de plus calme. La reconnaissance. Laissez-moi m'assurer que je comprends bien, dis-je d'un ton égal. Vous n'avez pas retourné un seul appel téléphonique en 8 ans. Vous n'êtes pas venu fêter ma promotion. Vous n'avez reconnu aucun anniversaire, aucune fête, aucun cadeau que j'ai envoyé. Et maintenant, vous voulez que je remette chaque euro que j'ai économisé depuis mes 22 ans. L'expression de Valérie vacilla. Nous avons été occupés. Vous avez encaissé les chèques, cependant. Tous. Les 8 000 de Lucas pour sa start-up. Tes 15 000 pour la réparation du toit. J'ai regardé Valérie. C'était une belle Lexus, au passage. Silence. Le sourire de Richard s'était crispé. Ce n'est pas à propos du passé, Manon. C'est à propos de la famille qui se soutient quand ça compte. Vous m'avez élevé jusqu'à mes 18 ans. C'était votre obligation légale. Après ça, j'ai payé ma propre voie. 68 000 € de prêts étudiants. 9 ans pour les rembourser. Ne présentez pas votre obligation comme une faveur que je dois rembourser. Valérie s'avança et je vis le calcul dans ses yeux. Si tu ne veux pas signer ici, dit-elle, peut-être devrions-nous discuter de cela quelque part de plus public. J'aurais dû le voir venir. Valérie n'a pas attendu ma réponse. Elle a tourné les talons, a ouvert la porte donnant sur la salle de bal et a élevé la voix assez fort pour couper le quatuor de jazz et le bavardage au champagne. Tout le monde, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre attention. La musique affaiblit. Les conversations sont mortes. 87 visages se sont tournés vers nous. Valérie s'est positionnée dans l'encadrement de la porte, parfaitement cadrée par la lumière, une main pressée dramatiquement sur sa poitrine. Je suis tellement désolée d'interrompre, dit-elle, sa voix tremblant d'une émotion répétée. Mais j'ai besoin que vous sachiez tout ce qui se passe. La fille de Richard, celle qu'il a accueillie à la maison ce soir à bras ouverts, vient de refuser d'aider son propre père alors qu'il est dans le besoin. Des murmures ont parcouru la foule. 8 ans, la voix de Valérie monta. 8 ans qu'elle est partie, jamais appelée, jamais visitée, et maintenant quand son père demande de l'aide, un simple investissement familial, elle dit non.
Juste ici à sa fête d'anniversaire. Je restais figé dans l'embrasure, regardant le récit échapper à son contrôle pour entrer dans le mien. Non, ce n'était pas juste. C'était son contrôle. Chaque mot calculé pour faire de moi la méchante. Nous avons tellement essayé de la joindre, continua Valérie, tamponnant des yeux secs, toutes ces années, mais elle était trop occupée avec sa vie à Lyon, trop occupée pour sa propre famille. Et maintenant? Valérie. La voix de Richard était tranchante. Ça suffit. Mais ce n'était pas assez. Pas pour elle. Elle avait trouvé son public, et elle jouait pour eux avec le talent de quelqu'un qui avait passé des décennies à jouer le rôle de l'épouse et belle-mère dévouée. Les invités me regardaient avec des expressions allant de la pitié au dégoût. L'homme au costume gris écrivait furieusement. J'étais devenue la méchante de ma propre histoire, à moins que je ne change le scénario. Les chuchotements ont commencé immédiatement. Abandonner son propre père. 8 ans. Pouvez-vous imaginer? Et à sa fête d'anniversaire en plus. Je me tenais dans l'embrasure de la porte. 87 Père Dieu me disséquant, me jugeant, me trouvant indigne. Une femme en perles secoua lentement la tête. Un homme en costume 3 pièces marmonna quelque chose à sa femme qui la fit grimacer. Une femme âgée que je reconnaissais vaguement comme une tante éloignée s'approcha de moi avec la déception gravée dans chaque ligne de son visage. Ton père t'a tout donné, dit-elle. Un toit sur la tête, envoyé à l'école, et c'est comme ça que tu le rembourses? J'ai ouvert la bouche pour répondre. Mais que pouvais-je dire? Qu'il avait arrêté de payer quoi que ce soit le jour de mes 18 ans? Que j'avais travaillé 2 jobs pendant mes études? Que je leur avais envoyé 23 000 € sur 5 ans sans jamais recevoir un merci? Ils ne me croiraient pas. Ils avaient déjà choisi leur histoire. Le journaliste en costume gris me regardait avec un intérêt non dissimulé, son stylo planant au-dessus de son carnet. Je pouvais voir le titre se former derrière ses yeux. Drame familial au gala d'anniversaire d'un magnate de l'immobilier. Richard se tenait derrière Valérie maintenant, son expression soigneusement neutre, laissant sa femme faire le sale boulot pendant qu'il maintenait un déni plausible. Lucas souriait depuis la table du champagne et quelque chose a bougé en moi. 8 ans, 288 appels sans réponse, 23 000 € envoyés dans le vide. Et ça, cette humiliation publique, c'était comment il me traitait quand je disais enfin non. J'avais passé toute ma vie d'adulte à essayer de gagner l'amour de gens qui ne me voyaient que comme un fonds d'urgence. J'avais fini d'essayer. Excusez-moi, dis-je doucement et commençai à marcher vers la scène. Le micro était toujours sur le pied où Richard l'avait laissé. Le projecteur pointait toujours vers la scène. J'ai marché dans son éclat avant que quiconque puisse m'arrêter. Tout le monde, ma voix traversa les haut-parleurs clairs et stables. J'aimerais 5 minutes de votre temps. La salle devint immobile. Valérie bougea vers moi, son visage tordu par l'alarme. Manon, qu'est-ce que tu crois? Vos 5 minutes, répétai-je, regardant la foule. Ensuite vous pourrez retourner à votre champagne et vos suppositions. Je pense que vous méritez d'entendre l'histoire complète avant de décider qui est le méchant. J'ai vu la mâchoire de Richard se crisper. Lucas posa son verre de champagne. Le journaliste en gris se pencha en avant, stylo prêt. J'ai plongé la main dans mon sac et sorti mon téléphone. Je m'appelle Manon Dubreuil. J'ai 34 ans. Je suis expert comptable confirmé au cabinet Martin et Leroy à Lyon. Et j'essaie de rester connecté à cette famille depuis 8 ans. J'ai regardé Valérie, Richard, les 87 témoins qui avaient déjà décidé que j'étais la fille ingrate qui abandonnait son père mourant. Vous avez entendu une version de cette histoire ce soir. Maintenant, laissez-moi vous en montrer une autre. Mes mains étaient stables alors que je connectais mon téléphone au système d'affichage de la salle de bal, le même système qu'ils avaient utilisé plus tôt pour le diaporama des plus grandes réalisations de Richard. L'écran principal derrière moi s'anima. J'ai été silencieuse pendant 8 ans, dis-je. J'ai envoyé de l'argent quand on me le demandait, appelé quand on m'ignorait, et cherché des excuses pour des gens qui ne pouvaient pas se donner la peine de se souvenir de mon anniversaire. Ce soir, je vais arrêter d'être silencieuse. J'ai appuyé sur lecture. Commençons par les chiffres. Salut tout le monde, avant de continuer, je dois vous demander, qu'auriez-vous dit là-haut devant 87 personnes qui pensaient déjà que vous étiez le méchant? Auriez-vous tourné les talons? Auriez-vous riposté? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous êtes nouveau ici,
Appuyez sur le bouton s'abonner et la cloche de notification pour ne pas manquer la suite. Maintenant, laissez-moi vous dire exactement ce que je leur ai montré. Le premier document est apparu sur l'écran derrière moi. Un relevé bancaire de la banque Chase daté de janvier 2017. Ceci est un virement de 8 000 €, expliquai-je, gardant ma voix égale. Envoyé à Lucas Dubreuil pour un investissement dans une start-up qui a fait faillite 4 mois plus tard. Aucun remboursement, aucune reconnaissance. J'ai balayé vers l'image suivante. Mars 2021. 15 000 € transférés à Valérie Dubreuil pour des réparations d'urgence de toiture. J'ai laissé ça reposer un moment. 2 mois plus tard, Valérie a posté une photo de sa nouvelle Lexus sur Instagram. Le toit, pour autant que je sache, reste inchangé. Des murmures dans la foule. Le visage de Valérie était devenu pâle. Au cours des 8 dernières années, j'ai transféré 23 000 € aux membres de cette famille. Chaque virement est documenté ici. Relevé bancaire, confirmation de virement, date, montant. J'ai affiché le journal des appels ensuite. 3 pages d'appels sortants, chacun surligné en jaune. 288 appels téléphoniques, tous sortants. Vous pouvez voir la durée ici. La plupart se terminent à 0 minutes et 0 secondes. C'est ce qui arrive quand vous tombez directement sur la messagerie. Quelqu'un dans la foule toussa nerveusement. Et ici, je passais à une capture d'écran, se trouvent les 2 seuls SMS que j'ai reçus de cette famille en 8 ans. Tous 2 demandant de l'argent. Pas de « comment vas-tu » ? Pas de « joyeux anniversaire ». Pas de « tu nous manques » point. La tante âgée qui m'avait grondé plus tôt fixait l'écran la bouche légèrement ouverte. Je ne vous demande pas de vous apitoyer sur mon sort, dis-je. Je vous montre des faits parce que quelqu'un vient de dire à cette salle que j'ai abandonné ma famille. Les chiffres suggèrent une histoire différente. J'ai regardé directement Richard. À ton tour d'expliquer, papa, où dois-je continuer ? Le visage de Richard était passé de la confiance au granit. Il n'a pas bougé. Bien, dis-je. Laissez-moi continuer. J'ai affiché la série de documents suivante, les dépôts publics que Marc m'avait envoyés. Léo de Dubreuil, 12 maisons de ville de luxe, le projet phare de mon père. J'ai pointé l'écran. Ce sont des registres publics du greffe du tribunal de commerce. N'importe qui dans cette salle peut les vérifier. Le premier dépôt est apparu. Un procès de construction Martinez daté d'octobre de l'année dernière. 89 000 € de factures impayées. 3 entrepreneurs poursuivent actuellement Dubreuil Investissement pour non-paiement. Total impayé 280 000 €. J'ai entendu quelqu'un halter. Un monsieur âgé près du bar posa son verre très soigneusement. Le projet a 7 mois de retard sur le calendrier. Le prêt bancaire de 2,1 millions de la Banque nationale a une date limite d'extension au 20 avril. C'est dans 5 jours. J'ai affiché le dernier document, l'autorisation de transfert de fonds que j'avais photographié 30 minutes plus tôt. C'est ce qu'ils m'ont demandé de signer ce soir. Vous voyez cette clause ici ? Investissement non remboursable en cas de dissolution du projet. Cela signifie que si le projet échoue, ce qui pourrait très bien arriver, je perds tout. La salle était devenue complètement silencieuse. Ils ne m'ont pas invité à cette fête parce que je leur manquais, dis-je. Ils m'ont invité parce qu'ils avaient besoin de 127 000 €. Ce sont toutes mes économies, 12 ans de travail, et ils voulaient que je les remette sans recours si tout s'effondre. J'ai regardé le journaliste qui écrivait si vite que sa main devenait floue. Vous voulez vérifier tout ça ? Greffe du tribunal de commerce. Les numéros de dossier sont juste là sur l'écran. Derrière moi, Richard parla enfin. Manon, tu détruis cette famille. Non, papa. Tu as déjà fait ça. Richard s'avança vers la scène, son calme se fissurant comme de la glace fine. Ce sont des affaires de famille privée, dit-il, sa voix portant ce ton autoritaire qu'il utilisait pour conclure des affaires. Manon est clairement émotive et confuse. Je suis expert comptable diplômé, papa. J'analyse littéralement des documents financiers pour gagner ma vie. Je ne suis pas confuse. Valérie s'est précipitée, talons claquant contre le marbre. Elle essaie de nous saboter. Des années de silence, et maintenant elle débarque pour humilier son propre père devant ses amis et collègues. Tu m'as invité, Valérie. Tu as envoyé l'invitation à mon adresse. Nous essayons de t'inclure, de réunir la famille. J'ai levé mon téléphone,
toujours connecté à l'affichage. Dois-je afficher l'email que tu as envoyé à l'avocat de papa il y a 6 semaines? Celui où tu mentionnes spécifiquement mon compte d'épargne et discutes de la nécessité de présenter un front familial uni pour assurer ma coopération? Le visage de Valérie est devenu blanc. Comment as-tu? Tu as mis en copie l'email professionnel de papa qu'il partage avec son associé qui partage un comptable avec mon cabinet? J'ai gardé ma voix calme. Je suis très doué dans mon travail, Valérie. Lucas s'éloigna du bar, vacillant légèrement. C'est ridicule. Elle est juste folle parce qu'elle ne s'est jamais intégrée. Elle n'a jamais. Lucas. Richard coupa sèchement. Arrête de parler. Mais Lucas était déjà au-delà de l'écoute. Nous sommes censés prétendre qu'elle est une sorte de victime. Elle est partie. Elle a déménagé à l'autre bout du pays et appelait à peine. 288 appels, dis-je doucement. Veux-tu que je montre encore le journal? Silence. Le stylo du journaliste s'était arrêté de bouger. Il fixait juste maintenant, transpercé par le désastre qui se déroulait. Dans la foule, j'ai vu un homme que je reconnaissais des infos, un promoteur immobilier qui s'était associé à mon père sur 2 projets précédents. Il se dirigeait déjà vers la sortie. La première personne à parler ne fut pas celle à laquelle je m'attendais. C'était un monsieur âgé aux cheveux argentés et à l'allure de quelqu'un qui avait passé des décennies à conclure des accords dans les salles de conseil. Je l'ai reconnu du diaporama précédent. Gérald Martin, l'un des plus anciens associés de mon père. Richard, sa voix porta à travers la salle de bal silencieuse. Tu dois 300 000 € à des entrepreneurs et tu organises une fête qui coûte combien? 50 000? 60 000? La mâchoire de Richard se crispa. Gérald, ce n'est pas. J'allais investir 200 000 autres dans ton nouveau développement le mois prochain. Gérald posa sa flûte de champagne avec un tintement décisif. Je pense que je vais reconsidérer ça. Il marcha vers la sortie sans se retourner. La tante âgée qui m'avait grondé plus tôt s'approcha de la scène, son visage transformé par quelque chose qui ressemblait à un regret sincère. Jeune fille, dit-elle doucement, je te dois des excuses. Je n'avais aucune idée. Richard disait toujours que tu étais trop occupé pour visiter, que tu préférais ton indépendance. Je préférais une famille qui retournait mes appels téléphoniques, madame. Elle hocha lentement la tête, puis se tourna pour regarder Richard avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Déception, dégoût, les deux. Plus d'invités partaient maintenant. Pas en se précipitant. Cette foule était trop polie pour ça, mais ils partaient définitivement. Les chuchotements avaient changé de direction. Procès contre les entrepreneurs. Essayer de prendre ses économies. Elle avait des preuves pour tout. J'ai vu Valérie essayer d'intercepter les invités sur le départ. Son sourire désespéré. C'est un malentendu. Elle a toujours été difficile. Richard est un père merveilleux. Personne ne s'arrêtait pour écouter. Le journaliste en gris croisa mon regard et hocha la tête une fois. Pas une approbation exactement, plus comme une reconnaissance. C'était une histoire maintenant. Ce serait imprimé dès le matin. Richard se tenait seul au centre de sa propre fête, regardant son empire s'effondrer en temps réel. Je suis descendu de la scène. Les invités restants s'écartaient pour moi comme si je portais quelque chose de contagieux. Ou peut-être quelque chose qu'ils ne voulaient pas attraper. L'échec, le scandale, la vérité. Richard m'a intercepté à mi-chemin de la porte. De près, je pouvais voir les rides autour de ses yeux, le gris à ses tempes, les calculs désespérés travaillant encore derrière son expression. Manon, sa voix était descendue bas pour que moi seul l'entende. Tu as prouvé ton point de vue. Maintenant, parlons de comment on répare ça. Il n'y a rien à réparer, papa. Je suis ton père. Ça ne signifie rien. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Pas de la colère, pas de triomphe, juste une profonde tristesse vide. J'ai passé 8 ans à essayer d'être ta fille, dis-je. Tu as passé 8 ans à me traiter comme un compte bancaire de secours. J'ai fini d'auditionner pour un rôle que je n'allais jamais obtenir. J'ai sorti l'autorisation de transfert de fonds de mon sac, la copie que j'avais photographiée plus tôt. Lentement, délibérément, je l'ai déchirée en 2, puis en 4. Ceci est ma réponse. J'ai placé les morceaux dans sa main. Valérie pleurait maintenant. Vraie larme ou performance?
Je ne pouvais pas dire. Lucas avait disparu, probablement vers le bar ouvert. Les invités restants faisaient semblant d'examiner le plafond, les lustres, n'importe quoi sauf le patriarche mourant de Dubreuil Investissement. J'ai marché vers la sortie et me suis arrêté à l'embrasure. J'ai essayé pendant 8 ans 10 jeux assez forts pour que quiconque écoutant encore entende. Je n'ai plus besoin de votre approbation. À partir de ce soir, vous n'avez pas de fille. J'ai marché dans la nuit parisienne, la porte se refermant derrière moi. Pour la première fois en 8 ans, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Mais ce n'était pas la fin. C'était juste le début de ce qui venait ensuite. J'ai appelé Marc depuis l'aéroport de Paris à 23h47. J'ai vu la vidéo, dit-il avant que je puisse parler. Quelqu'un l'a postée sur Facebook il y a 20 minutes. Manon, ça va? Ça va. J'étais surprise de constater que c'était vrai. Je suis à l'aéroport, je prends le vol de nuit pour rentrer. La vidéo a déjà 1200 vues. La section commentaires est intense. Je n'avais pas pensé au téléphone. Bien sûr, les gens avaient enregistré. 87 témoins avec des smartphones. Et je venais de donner la performance de ma vie. Ça va empirer avant de s'améliorer, dis-je. Le journaliste était d'un journal d'affaires parisien. Ce sera imprimé demain matin. Que ce soit le cas, la voix de Marc était ferme. Tu as dit la vérité. C'est tout ce que tu as fait. J'ai regardé un avion décoller à travers la fenêtre du terminal, ses lumières disparaissant dans l'obscurité. Je vais changer de nom. Silence au bout du fil. Je sais que ça semble drastique, continuai-je, mais j'y pense depuis des mois. Je ne veux plus être Manon Dubreuil. Je ne veux plus de ce nom. Je ne veux aucun lien avec eux. Est-ce même possible? Oui. On peut déposer une requête au tribunal pour motif légitime. J'ai déjà fait des recherches. La comptable en moi, toujours 3 coups d'avance. Frais de dossier, procédure, tout ça. Quel nom as-tu choisi? J'ai souri. Le premier vrai sourire depuis des heures. Violette Morel. Le nom de ma grand-mère. La mère de ma mère. La dernière personne de ma famille qui m'aimait vraiment sans condition. Marc resta silencieux un moment. Violette Morel. J'aime bien. Je vais disparaître, Marc. Nouveau nom, nouvelle ville, nouvelle vie. Ils ne pourront pas me trouver. Et qu'en est-il de Lucas, Valérie, Richard? Laisse-les vivre avec les conséquences de leur choix. J'ai fini de nettoyer leurs dégâts. Le bureau de Maître Durand était au 3e étage d'un immeuble modeste au centre-ville de Lyon. Elle s'occupait des changements d'état civil et des personnes recommençant à zéro. Votre situation peut être considérée comme un motif légitime, dit-elle, glissant un dossier sur son bureau. L'article 61 du Code civil permet le changement de nom s'il y a un intérêt légitime, comme des motifs affectifs forts ou une volonté de rupture familiale pour des raisons graves. Dans votre cas, avec la preuve du préjudice émotionnel et financier, c'est défendable. Je veux juste arrêter d'être une Dubreuil. C'est une raison valable. Maître Durand sourit. Elle avait clairement entendu des histoires similaires auparavant. Voici comment fonctionne le processus. Nous déposons une requête auprès du ministère de la Justice ou du procureur de la République. Ensuite, publication au journal officiel. Si pas d'opposition, le décret est publié. J'ai regardé le formulaire. Nom actuel de la requérante, Manon Claire Dubreuil. Nouveau nom proposé, j'ai écrit soigneusement, Violette Marie Morel. Une fois le décret publié, continue à Maître Durand, vous devrez mettre à jour votre carte vitale, permis de conduire, passeport, compte bancaire, tout. C'est fastidieux, mais c'est une renaissance. Et si ma famille essaie de me trouver? Votre nouveau nom est public au journal officiel si on sait où chercher. Mais rien ne vous oblige à leur dire. Pas d'adresse de réexpédition, pas de notification. Vous devenez simplement une personne différente légalement parlant. J'ai signé la requête. Une dernière chose, dit Maître Durand alors que je me levais pour partir. Je fais ça depuis 15 ans. Les gens qui changent de nom parce qu'ils veulent échapper à des situations familiales abusives ou exploitantes ne le regrettent presque jamais. Ce sont ceux qui continuent d'espérer que la famille changera qui finissent par revenir dans mon bureau le cœur brisé. J'ai fini d'espérer, dis-je. Bien. À bientôt, mademoiselle Morel.
8 semaines plus tard, la procédure est souvent plus longue en France, mais disons que tout s'est accéléré, Manon Dubreuil cessa d'exister. Le décret arriva un mardi après-midi. Une simple feuille de papier qui changeait tout. Affaire numéro. Requérante Manon Claire Dubreuil. La demande de changement de nom est par la présente accordée. Le nom légal de la requérante sera dorénavant Violette Marie Morel. Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis je me suis mise au travail. L'appartement s'est vendu en 3 semaines. Un jeune couple avec un nouveau bébé. Excité par le quartier, ravi du prix, offre comptant de 285 000 €. Après avoir remboursé le reste du prêt immobilier, je suis reparti avec 112 000 €. J'ai résilié mon numéro de téléphone, le même numéro que j'avais depuis 12 ans, celui que j'avais laissé sur 88 messageries vocales qui n'avaient jamais été retournées. Disparu. J'ai supprimé mes comptes e-mail, mon profil Facebook, mon LinkedIn, tout ce qui disait Manon Dubreuil a disparu du monde numérique. Marc était le seul lien avec mon ancienne vie. Je lui ai donné une adresse de boîte postale à Bordeaux pour les urgences seulement. Et si quelqu'un demande, tu n'as pas entendu parler de moi depuis des années. Ils appellent déjà, dit-il. L'assistante de ton père, un avocat. Il n'arrête pas de demander si je sais où tu es. Tu ne sais pas. C'est la vérité. Il hocha la tête. Sois prudente, Violette. C'était étrange d'entendre ce nom à voix haute. Étrange, mais juste. J'ai pris un avion pour Bordeaux un matin gris de juin. Nouvelle ville, nouveau nom, nouveau départ. La femme qui est descendue de cet avion n'était plus Manon Dubreuil. La fille invisible, la donneuse sans fin, le compte bancaire d'urgence. Elle était Violette Morel et pour la première fois de ses 34 ans, elle n'appartenait à personne d'autre qu'à elle-même. Marc m'a appelé en novembre. Je pensais que tu voudrais savoir, dit-il. C'est fini. J'étais assise dans mon nouvel appartement à Bordeaux, regardant la pluie strier les fenêtres, au 4e étage, avec vue sur la Garonne. Petit, mais à moi. Les hauts de Dubreuil ont été saisis en juillet. La Banque nationale a exigé le remboursement quand ton père n'a pas pu sécuriser de capital supplémentaire. Le projet est parti en liquidation. La banque a pris une perte d'environ 800 000 €. Ton père? Marc fit une pause. Il a tout perdu. Manon. Violette. Désolé, je m'y habitue encore. Je n'ai pas ressenti la satisfaction que j'attendais. Juste une finalité vide, comme regarder un bâtiment dans lequel on vivait s'effondrer enfin. Un journal a publié un article de suivi le mois dernier, continua Marc. Le drame familial d'un promoteur local devient viral. 23 000 vues en ligne. Ils ont interviewé certains des invités de la fête. Plus personne n'investit avec lui. Et la maison, la propriété a été mise sur le marché en septembre. Il devait vendre pour couvrir les procès des entrepreneurs. L'article disait qu'il loue un appartement en périphérie maintenant. J'ai pensé à l'homme que j'avais vu à la fête. Cheveux argentés, costume Tom Ford, entouré d'admirateurs. Le patriarche de la famille Dubreuil, maître de son domaine, vivant maintenant dans une location, sa réputation en ruine. L'association des investisseurs immobiliers a voté pour révoquer son adhésion, ajouta Marc. Conduite indigne ou quelque chose comme ça. Il est essentiellement blacklisté de toutes les grosses affaires de la ville. J'ai fermé les yeux. Merci de me l'avoir dit. Ça va? Ça allait? Je n'étais pas sûr. Je ne me sentais pas victorieuse. Je ne me sentais pas vengeresse. Je me sentais juste distante, comme si je lisais la vie de quelqu'un d'autre. Ça va, dis-je. Je construis quelque chose de nouveau. Lucas a essayé de me trouver le premier. Marc m'en a parlé en janvier. Mon demi-frère avait apparemment passé 3 semaines à tenter de me retrouver par tous les canaux possibles. Il a envoyé un message à mon ancien compte Facebook, désactivé, appelé mon ancien numéro, coupé, envoyé un email à mon ancien compte Gmail, n'existe plus. Il s'est présenté chez Martin et Leroy en demandant Manon Dubreuil. La réceptionniste lui a dit que personne de ce nom ne travaillait là car le dossier du personnel de Violette Morel ne mentionnait aucune identité précédente. Il a même conduit jusqu'à mon ancienne maison à Lyon. Les nouveaux propriétaires, compréhensiblement confus, lui ont dit que l'ancienne propriétaire avait déménagé il y a 6 mois. Pas d'adresse de réexpédition. Non, il ne savait pas où. Il a l'air désespéré, dit Marc.
Pas hostile, juste perdu. J'ai traité cette information avec soin. Lucas n'avait jamais été cruel. Exactement. Juste égoïste, irréfléchi, le produit de parents qui lui avaient tout donné et n'attendaient rien. Il a envoyé une lettre à ton ancienne adresse, continua Marc. Les nouveaux propriétaires me l'ont transféré puisque j'ai géré les papiers de vente. Veux-tu que je te l'envoie? J'ai réfléchi un long moment. Oui. La lettre arriva une semaine plus tard, manuscrite sur du papier simple. L'écriture de Lucas avait toujours été terrible. Je me souvenais l'avoir taquiné à ce sujet quand nous étions plus jeunes, avant que tout ne s'effondre. Manon, ou peu importe comment tu t'appelles maintenant. Je ne sais pas si tu liras ça un jour. Je suis désolé. Je ne savais pas pour les appels téléphoniques. Je ne savais pas pour l'argent. Maman, Valérie, elle contrôlait tout et j'ai juste suivi parce que c'était plus facile. Je travaille chez Darty maintenant. Vendeur en rayon. Premier vrai boulot. Première fois que je paie mon propre loyer. Je comprends maintenant. Un peu. S'il te plaît, réponds, s'il te plaît. Ton frère, si tu veux encore de moi, Lucas. J'ai plié la lettre et l'ai rangée. Je n'étais pas prête. Pas encore. Salut tout le monde, avant de continuer, je veux vous demander quelque chose. Beaucoup de gens m'ont demandé, est-ce que je me suis senti coupable? Est-ce que ma famille me manquait? Donnerais-je une seconde chance à Lucas? Je répondrai à cela dans un instant. Mais d'abord, si vous regardez encore, prenez une seconde pour liker cette vidéo. Cela aide vraiment la chaîne et me fait savoir que ces histoires comptent pour vous. Ok, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé ensuite. La chute de Valérie fut plus silencieuse que celle de Richard, mais non moins complète. J'en ai entendu parler par Marc, qu'il a appris d'un collègue ayant assisté à un gala de charité à Paris. Le genre d'événement que Valérie avait l'habitude de dominer. Robe de créateur, positionnement stratégique, bise aux bonnes personnes. Elle n'avait pas été invitée cette année. Le mot s'était répandu dans les cercles sociaux qui comptaient pour elle. La vidéo de la fête, les procès, la saisie, mais surtout la vidéo. Quelqu'un l'avait montée pour ne garder que les moments clés. L'accusation publique de Valérie, mes preuves, son visage devenant blanc quand j'ai mentionné sa Lexus. 300 000 vues sur diverses plateformes. Les commentaires étaient brutaux. Imaginez essayer de voler les économies de votre belle-fille et la traiter d'ingrate. La belle-mère de tous les contes de fées, sauf que c'est la vraie vie. Reine du gaslighting prise en flagrant délit. Ses amis, les femmes avec qui elle déjeunait, partaient en vacances, rivalisaient depuis des décennies, l'avaient discrètement exclue de leur groupe de discussion, de leur dîner, de leur vie. Personne ne voulait être associé à la femme de cette vidéo. L'adhésion au country club a expiré quand ils n'ont pas pu payer les cotisations. La Lexus a été vendue. Les diamants que Valérie portait à l'anniversaire de Richard étaient maintenant chez un prêteur sur gage quelque part. Et le mariage, selon les sources de Marc, ne tenait qu'à un fil. Richard la blâme pour la confrontation publique. Il dit apparemment que si elle s'était tue, ils auraient pu gérer ça en privé. Ils se disputent constamment. Je les imaginais dans leur appartement de location, les murs se refermant sur eux, chacun pointant l'autre du doigt, tandis que leur vie soigneusement construite s'effondrait autour d'eux. Je n'avais pas pitié de Valérie, mais je ne me sentais pas triomphante non plus. Je me sentais juste libre. Mon père a engagé un détective privé en février. Marc l'a découvert par accident. Le détective avait appelé Martin et Leroy en posant des questions sur une ancienne employée nommée Manon Dubreuil. Diligence raisonnable standard, avait-il prétendu, vérification des antécédents pour une affaire financière. La réceptionniste, bien formée, avait refusé de fournir toute information. Selon Marc, le détective facturait 3 000 € par semaine. Pendant 2 mois, Richard Dubreuil a payé quelqu'un pour chercher une fille qui n'existait plus. La piste de Manon Dubreuil s'arrêtait au tribunal judiciaire. Mais la loi ne permettait pas un accès facile au dossier scellé sans prouver un préjudice ou une raison impérieuse que mon père ne pouvait pas justifier. Le détective a dit à Richard que c'était une impasse. Marc a dit, elle a changé de nom, vendu sa maison, clôturé tous ses comptes. Si elle ne veut pas être trouvée, elle ne le sera pas. 24 000 €. C'est ce que mon père a dépensé pour essayer de me localiser. L'ironie ne m'échappait pas. Il y a 8 ans, il ne pouvait pas se donner la peine de retourner un appel téléphonique.
Maintenant, il perdait de l'argent qu'il ne pouvait pas se permettre, cherchant désespérément la fille qu'il avait ignorée pendant une décennie. Il a annulé le détective la semaine dernière, ajouta Marc. Il a dit qu'il ne pouvait plus se permettre de continuer. Je suis resté avec cette information un long moment. Une partie de moi, une petite partie têtue que j'essayais de faire taire depuis des mois, se demandait si cela signifiait qu'il tenait vraiment à moi. Si tout perdre lui avait enfin fait voir ce qu'il avait jeté. Mais la plus grande partie de moi savait mieux. Il ne cherchait pas sa fille. Il cherchait son dernier actif restant. Et cet actif s'était rendu impossible à trouver. L'hiver à Bordeaux était gris et humide et absolument magnifique. J'avais trouvé un appartement dans le quartier des Chartrons, au 4e étage avec de grandes fenêtres donnant sur la Garonne. Les jours clairs, je pouvais voir loin. Les jours gris, qui étaient la plupart, je regardais la pluie et ressentais quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. La paix. Mon nouveau travail chez Finance Atlantique était tout ce que mon ancien poste avait été, moins les bagages. Même travail, audit, rapprochement, le puzzle satisfaisant de faire correspondre les chiffres, contexte différent, nom différent sur mon bureau, personnes différentes répondant quand quelqu'un appelait. Violette, peux-tu regarder ces projections trimestrielles? Violette, déjeuner en salle de pause. Violette, on va boire un verre vendredi. Tu viens? Chaque fois que j'entendais ce nom, quelque chose s'installait un peu plus profondément dans ma poitrine. Je m'étais fait des amis, des vrais. Sarah de la compta qui adorait les podcasts de faits divers. James du juridique qui faisait le meilleur café et partageait toujours le cours de yoga du jeudi soir où personne ne savait rien de moi sauf que je venais chaque semaine. Noël approchait et pour la première fois en 8 ans, je n'ai pas acheté de carte pour la famille Dubreuil. Je ne me suis pas tourmenté sur le choix de cadeaux qui ne seraient jamais reconnus. Je n'ai pas passé décembre à me demander si ce serait l'année où ils appelleraient enfin. Au lieu de cela, j'ai décoré mon appartement avec des guirlandes lumineuses. J'ai acheté un petit sapin au marché. J'ai accepté une invitation pour le dîner de Noël chez les parents de Sarah. Des étrangers qui m'accueillaient parce que leur fille disait que je valais la peine d'être connu. Le matin de Noël, je me suis réveillé seul dans mon appartement, j'ai fait du café, et j'ai regardé la pluie tomber sur la ville. Il ne me manquait pas. L'idée d'eux me manquait, mais la réalité. J'étais mieux sans elle. La lettre est arrivée en janvier. Marc l'avait transférée via notre système convenu. Son adresse vers ma boîte postale, pas d'adresse de retour sur l'enveloppe extérieure. À l'intérieur se trouvait une seconde enveloppe, froissée et réadressée plusieurs fois. L'écriture de Lucas. J'ai fait du thé avant de l'ouvrir. Assise près de la fenêtre. Regardant les bateaux sur le fleuve. Puis j'ai lu, Manon, ou peu importe comment tu t'appelles maintenant. Je sais que tu ne liras probablement pas ça. Tu as probablement jeté tout ce que j'ai envoyé, mais je vais continuer à essayer parce que c'est tout ce que je sais faire désormais. Je travaille chez Darty. Vente en rayon, SMIC plus commission. C'est humiliant et épuisant et la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Pour la première fois de ma vie, je gagne quelque chose au lieu de juste le recevoir. Papa a tout perdu. Tu le sais probablement. Maman, Valérie, elle a déménagé le mois dernier. Il divorce. Il est seul dans cet appartement, boit trop, appelle d'anciens contacts qui ne prennent pas ses appels. Je ne te demande pas d'avoir pitié de lui. Je ne te demande même pas de me pardonner. Je te demande de savoir que je comprends maintenant ce que c'est que de travailler pour quelque chose. Ce que c'est d'être ignoré par des gens qui sont censés s'en soucier. Ce que c'est de réaliser qu'on avait tort sur tout. J'essaie d'être meilleur. Je ne sais pas si je réussirai, mais je voulais que tu saches que j'essaie. Ton frère, si tu veux encore de moi, Lucas. J'ai plié la lettre et l'ai remise dans son enveloppe. Puis j'ai pris une feuille de papier vierge et écrit ma réponse. Courte, claire, honnête. Lucas, j'ai lu ta lettre. Je suis contente que tu apprennes, mais je ne suis pas prête pour une relation avec quiconque de cette famille. Peut-être un jour, peut-être jamais. J'espère que tu comprends. V. Je l'ai posté le lendemain. Sans adresse de retour. Voici ce que personne ne vous dit sur la fixation de limites. Cela semble égoïste jusqu'à ce que ce ne le soit plus. Pendant 8 ans, j'avais mesuré ma valeur à combien je pouvais donner à des gens qui ne donnaient jamais en retour. Chaque appel sans réponse était un test que j'avais échoué.
Chaque cadeau ignoré était la preuve que je n'essayais pas assez fort. J'avais construit toute mon identité autour du fait d'être la bonne fille, la fiable, le membre de la famille qui se montrait toujours. Et qu'est-ce que cela m'avait apporté? Une place à une fête d'anniversaire conçue pour extraire les économies de ma vie. Assise dans mon appartement bordelais, regardant la pluie d'hiver, j'ai enfin compris quelque chose qu'il m'avait fallu 34 ans pour apprendre. Les limites ne sont pas des murs. Elles ne visent pas à enfermer les gens dehors. Elles visent à décider qui a accès à votre vie et à quelles conditions. Je ne détestais pas Richard. Je ne détestais pas Valérie. Je ne détestais même pas Lucas, qui commençait enfin à devenir la personne qu'il aurait dû être depuis le début. Je n'avais simplement plus de place pour eux. Ma thérapeute, oui, j'avais commencé à en voir une femme douce nommée Dr Coleman, qui se spécialisait dans l'éloignement familial, appelait cela l'acceptation radicale. Vous n'êtes pas responsable de leur choix, disait-elle lors d'une de nos séances. Vous n'êtes responsable que des vôtres, et vous avez choisi de vous protéger. Ce n'est pas égoïste. C'est de la survie. J'ai pensé à toutes les années passées à espérer qu'ils changent. Toute l'énergie que j'avais versée dans une relation qui ne coulait que dans un sens. Maintenant, j'utilisais cette énergie pour d'autres choses, pour des amitiés qui me nourrissaient, pour un travail qui me comblait, pour une vie qui était la mienne seule. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus simple et de plus puissant, le respect de soi. Et cela, réalisais-je, valait plus que n'importe quel héritage ne pourrait jamais valoir. Le printemps est arrivé à Bordeaux début mars. Les cerisiers bordant les rues, le soleil perçant les nuages, toute la ville expirant après des mois de grisaille. J'étais assise à mon café préféré près des quais, ordinateur portable ouvert, examinant des projections pour une réunion client quand mon téléphone a vibré. Dîner ce soir, ce nouveau taille? Sarah. J'ai souri et tapé en réponse, oui, 19h. Parfait. Apporte ton appétit. Je commande tout. J'ai fermé mon ordinateur portable et regardé par la fenêtre. Un jeune couple passait avec une poussette. Un vieil homme nourrissait des pigeons au coin. Un groupe de touristes prenait des photos du pont de Pierre. Des moments ordinaires, le genre que j'avais passé 8 ans à attendre de partager avec une famille qui n'a jamais voulu les partager avec moi. Maintenant, je les partageais avec des gens qui étaient vraiment présents. Mon compte d'épargne se remettait plus lentement qu'avant, mais régulièrement. Finance Atlantique m'avait offert un poste senior avec une augmentation. Je pensais acheter un petit appartement, peut-être quelque chose avec vue sur le fleuve. Pour la première fois de ma vie, je faisais des plans sans tenir compte de ce dont ma famille pourrait avoir besoin de moi. Je pensais autrefois que la famille, c'était le sang, qu'être une Dubreuil signifiait quelque chose de fondamental sur qui j'étais et ce que je devais. Que si j'essayais juste assez fort, aimais assez fort, donnais assez de moi-même, ils finiraient par m'aimer en retour. J'avais tort. La famille, ce sont les gens qui choisissent d'être dans votre vie, qui vous rappellent, qui se présentent sans qu'on le leur demande, qui ne veulent rien de vous sauf votre présence. Je suis Violette Morel maintenant, 35 ans, comptable, amie, survivante, et pour la première fois de ma vie, je sais exactement qui est ma famille. Ce sont ceux qui m'ont choisi tel que je suis. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de mon histoire. Si vous avez déjà été traité comme un distributeur automatique par les gens qui étaient censés vous aimer, si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Et s'éloigner n'est pas abandonner. Parfois, c'est la chose la plus courageuse que vous puissiez faire. Je pense que vous trouverez quelque chose qui vous parlera. Je suis Violette Morel. Nouveau nom, nouvelle vie.